Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le traditionnel épisode mensuel consacré à l'histoire de certains manuscrits célèbres à travers le monde. Derrière cet épisode, il y a cette odeur si particulière des vieux livres, la patine que revêt leur couverture en cuir, des enluminures parfois, une écriture manuscrite souvent indéchiffrable et l'épopée séculaire du livre qui n'a pas attendu l'invention de l'impression pour voyager à travers les continents et rallier les lecteurs du monde entier. Dans le dernier épisode, je vous parlais du destin assez épique du manuscrit des 120 journées de Sodome du marquis de Sade, écrit alors qu'il était emprisonné à la Bastille, puis recopié sur de minuscules feuillets et reliés entre eux jusqu'à composer un long rouleau de plus de 12 mètres de long. Aujourd'hui, c'est le domaine du mystérieux que nous allons aborder avec un manuscrit qui reste jusqu'à aujourd'hui indéchiffrable et totalement opaque et incompréhensible. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante du manuscrit de Voynich. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce manuscrit ? En l'occurrence, et contrairement à ce que son nom semblerait indiquer, l'auteur du manuscrit de Voynich n'a pas du tout été écrit par Voynich lui-même, qui est finalement uniquement son découvreur en quelque sorte. En effet, ce manuscrit tire son nom de l'antiquaire qu'il a redécouvert en 1912 en Italie, Wilfrid Voynich, mais une correspondance avait déjà mentionné son existence au XVIIe siècle. Je mets un petit peu la charrue avant les bœufs parce que, avant de passer à son histoire incroyable, il faudrait déjà que vous sachiez un peu de quoi on va parler, n'est-il pas ? Pour vous le décrire à l'oral, il s'agit d'un manuscrit d'environ 230 pages, écrite sur un papier vélin de couleur ivoire, sur du parchemin donc. Le mystère plane sur tout son contenu car il est écrit en caractères étranges qui, de loin, ressemblent à une écriture cursive comme on a dans les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, mais qui ne ressemble au final, après examen, à aucune langue connue. Par ailleurs, il est illustré de surprenants dessins de plantes qui sont, pour certaines, totalement imaginaires et fantasques, avec des racines beaucoup plus grandes que la moyenne, avec des fleurs exagérées. Et sur certaines pages, on a également des sphères célestes et des baigneuses, c'est-à-dire des femmes nues qui prennent des bains. À première vue, c'est-à-dire de très loin, le manuscrit pourrait ressembler à un manuel d'alchimiste ou d'herboriste, à la différence près que, comme je le disais, il est entièrement codé et que aucun lecteur n'y comprend quoi que ce soit. Sur les pages se succèdent des illustrations de plantes en très grande taille, loin de la précision et de la minutie que l'on peut admirer sur d'autres manuscrits enluminés du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Là, il ne semble pas y avoir d'économie de place. Les plantes s'étalent sur la page entière et c'est le texte qui s'adapte à la forme des feuilles et des fleurs dessinées, dans un joyeux désordre qui ressemble assez à ce qu'on pourrait imaginer être un grimoire de sorcière. Quelques pages sont même reliées entre elles et se déplient sur plusieurs feuillets avec ce qui semble être des calculs et des positions astronomiques. On a l'impression d'y reconnaître les différentes phases de la Lune, entre autres. Et puis, autour du feuillet 135, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. L'auteur est-il parti un peu en cacahuète ? Ou précise-t-il des indications médicales dont le sens nous échappe ? Allez savoir. Mais toujours est-il qu'une multitude de femmes nues apparaissent, soudain, et dégringolent de la page en farandole, en plein milieu du texte encore. Je précise en plein milieu du texte, pourquoi ? Parce que lorsqu'il est question d'enluminure, et du coup, en fait, de tous ces manuscrits illustrés du Moyen-Âge, les illustrations appuient le texte, elles servent le propos, elles l'enrobent, elles le décorent, mais la primauté revient toujours aux mots. Or, ici, ce qui est étrange, c'est que le texte doit s'adapter. Les illustrations, parfois assez maladroites, par exemple, les femmes, elles sont assez grossières, elles apparaissent en plein milieu et le texte, finalement, l'entoure, un petit peu bon gré mal gré, au petit bonheur la chance, et en fonction de la place qui reste sur la feuille. Donc c'est assez incongru, tout aussi incongru que cette écriture cursive mystérieuse.
Pour l'historique du manuscrit, certains détails des illustrations, notamment des pigments qui sont utilisés, semblent suggérer que l'ouvrage avait été rédigé entre 1470 et 1500. On a par exemple donc des pigments bleus du coup de lapis lazuli. On a également donc des ocres. En fait, on est vraiment sur une matière première de coloriste extrêmement onéreuse et vraiment qualitative, ce qui explique que les couleurs sont très vives et ont survécu dans un très très bon état jusqu'à aujourd'hui. Il y a également cette lettre du XVIIe siècle qui a été jointe au manuscrit et qui indiquait qu'il avait été acheté en 1586 par l'empereur Rodolphe II. Ça vous dit peut-être rien, il s'agissait alors du roi de Bohême, prince d'Habsbourg et empereur. Le manuscrit a ensuite disparu jusqu'à ce que Voynich le redécouvre précisément en 1912. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, c'est apparemment un mystère de plus à rajouter à la longue liste qui auréole le manuscrit de Voynich de sa brume. Précisons d'emblée que l'auteur du texte est inconnu, tout comme ce que dit le manuscrit à proprement parler. Et là, c'est assez savoureux parce que plusieurs théories se sont succédées, mais elles ont toutes échoué à l'épreuve des faits. On a par exemple pensé qu'un médecin de la cour de Rodolphe II, justement, aurait pu l'écrire. Parce que, en 1921, Voynich réalise une reproduction photostatique de la page de garde. Et là, que découvre-t-il ? Invisible à l'œil nu, une signature qui a ensuite été effacée du nom de Jacob Tepeneck apparaît. Il se trouve qu'on aurait pu penser que ce Jacob Tepeneck, qui était justement médecin à la cour de Rodolphe II, aurait pu, à l'attention de son monarque, ou même pour ses notes privées, consigner tous ses conseils de médecine dans un langage étrange avec des annotations médicales. Mais il se trouve qu'une analyse de la bibliothèque de ce Jacob montre qu'il signait dans ses livres sans forcément en être l'auteur. Plusieurs autres théories ont émergé, certains ont par exemple pensé qu'il aurait pu être écrit par Roger Bacon, un scientifique du XIIIe siècle qui était très en avance sur son temps. Mais là encore, les caractéristiques des plantes au sein du manuscrit semblent impossibles à connaître pour un scientifique du XIIIe siècle, si avant-gardiste soit-il, car elles supposent probablement des vues effectuées au microscope. Or, ce dernier n'était tout simplement pas encore inventé à cette époque. Je vous cite ensuite deux dernières hypothèses un peu fantasques mais qui m'ont bien plu. L'une d'entre elles par exemple affirmait qu'il aurait pu s'agir d'un premier manuscrit de jeunesse écrit par nul autre que Léonard de Vinci. Alors moi j'adore ça parce que Léonard de Vinci, à chaque fois qu'il y a un truc un petit peu intriguant dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des manuscrits et qu'on sait pas à qui l'attribuer, il y a toujours quelqu'un pour nous sortir de sa manche. Ah oui c'est peut-être un inconnu de Léonard de Vinci. Bon bref. Mais cela est-il, quand on voit les croquis du jeune Léonard qui a baigné à la fois dans l'opulence et surtout dans le dessin depuis son plus jeune âge, assez vite, il avait des techniques de dessin absolument somptueuses. Et donc, finalement, quand on met ça au regard du tracé maladroit des silhouettes de femmes, ça ne tient pas. Tout comme, lui, son codage, c'était bien connu, il appréciait beaucoup l'écriture en miroir. Or, ce manuscrit, en tout cas pour le texte, il a été manifestement écrit dans une langue qui est totalement inconnue. Ce cher Léonard était tout simplement un génie depuis son plus jeune âge et beaucoup trop talentueux pour avoir donc dessiné et composé ce manuscrit-là. Frustrés par tant de mystères, certains ont même affirmé que Voynich, le fameux antiquaire qui avait découvert le livre, aurait pu lui-même céder à la tentation de la contrefaçon. Néanmoins, là encore, les analyses scientifiques qui ont été effectuées sur l'encre et les pigments utilisés ont réfuté cette hypothèse, parce qu'en principe, les faussaires, tout simplement pour une question de coût et de matériaux disponibles, si on prend des faussaires du 19e ou du 20e siècle, n'auront pas des ocres et du lapis lazuli, etc. pour faire le pigment de bleu d'aussi bonne qualité et aussi intègre que ce qu'on aurait pu trouver auparavant. Il y a bien une dernière théorie, mais pour l'instant je vais la laisser de côté et j'y reviendrai. Bref, j'en reviens à ma découverte du manuscrit. En 1912, donc, Wilfrid Voynich se rend auprès d'un couvent jésuite, c'est un libraire américain qui est spécialiste de livres rares et qui fait alors la découverte dans une villa qui s'appelle la Villa Mandragone près de Rome de ce manuscrit. Alors qu'il ressemble à un herbier, il y a un problème de taille qui apparaît assez rapidement quand il feuillette les pages, puisque le manuscrit est entièrement codé. Toutefois, Voynich, qui est donc un bibliophile polonais émigré aux États-Unis, n'est pas homme à se laisser abattre. Dès sa découverte, il demande alors aux meilleurs cryptographes de l'époque de décoder les caractères étranges qui ne correspondent, encore une fois, à aucune écriture connue et à aucun système de codage connu.
Attention, spoiler, jusqu'en 2019, date de la première théorie de décryptage un peu valable, personne n'avait été capable de déchiffrer le manuscrit. Par contre, évidemment, ça fait quand même plus d'un siècle qu'on essaye de le déchiffrer, et donc il y a eu plein de théories qui ont émergé, vraiment savoureuses, et donc, encore une fois, pour le plaisir, je vous en ai sélectionné quelques-unes. La première tentative de décryptage du manuscrit de Voynich, à l'époque moderne, date de 1921. William Newbold, un professeur de philosophie à l'université de Pennsylvanie, ébauche la première théorie suite à la redécouverte du manuscrit. Il avait en effet remarqué que chaque caractère de l'écriture du manuscrit présentait de minuscules traits visibles uniquement au microscope. Selon lui, ces traits étaient des espèces de coups de plume qui formaient une sténographie grecque ancienne. En interprétant ce code, Newbold a notamment prétendu que ce manuscrit avait été écrit par le philosophe dont je vous ai déjà parlé du XIIIe siècle et scientifique Roger Bacon. Dommage pour lui, quelques années plus tard, on s'est cependant aperçu que les traits microscopiques n'étaient en fait que des craquelures naturelles de l'encre. Deuxième tentative, dans les années 40, les décodeurs amateurs Joseph Philly et Lionel Strong ont tenté de substituer des lettres romaines au caractère Voynich, mais les différentes transcriptions n'ont donné aucun résultat sensé. Ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a les cryptographes de l'armée américaine qui étaient assez calés en la matière et qui s'amusaient à décoder des textes cryptés antiques pour parfaire leurs différentes techniques de décodage. Ils avaient bien évidemment également procédé au décodage de différents codes de l'armée japonaise et allemande. Tous ont livré leurs secrets, à l'exception du manuscrit Voynich, et l'armée américaine a fini par jeter l'éponge. En 1978, un philologue amateur, John Stoyko, a déclaré que le texte était de l'ukrainien dont on avait supprimé les voyelles. Sa traduction ne correspond cependant ni aux illustrations du manuscrit, ça n'avait aucun rapport dans le texte qu'il a mis en évidence, ni même à un quelconque élément de l'histoire ukrainienne. Et on obtient des phrases qui n'ont ni queue ni tête, comme par exemple « Le vide est ce pourquoi lutte l'œil du bébé Dieu ». Autant dire que cette théorie-là n'a pas non plus résisté à l'épreuve des faits. En 1987, un médecin nommé Léo Levitov a affirmé que le manuscrit était l'œuvre des cathares, non mais toujours plus, et qu'il était écrit avec un mélange de mots de différentes phrases, mais son interprétation ne concorde pas avec la théologie cathare. Donc là encore, ça tombe à l'eau. Mais et si ça ne voulait tout simplement rien dire, me direz-vous? Eh bien, vous aurez raison de penser ça et vous ne serez pas les premiers à l'avoir pensé, puisque devant ces échecs répétés, on a commencé à douter de l'existence d'un message à déchiffrer. Après tout, si ça se trouve, le manuscrit de Voynich n'est peut-être qu'un canular sophistiqué, totalement dépourvu de sens. C'est une hypothèse plausible, peut-être même la plus probable, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé à penser qu'un aventurier anglais, Edward Kelly, qui était un faussaire notoire, un mystique et un alchimiste qui tenait un peu du savant fou, aurait pu élaborer ce canular et surtout cette escroquerie à l'encontre de Rodolphe II, le premier acquéreur du manuscrit de Voynich, donc au XVIe siècle, comme je vous le disais. On a en effet trouvé des traces dans les archives d'une visite de ce fameux Edward Kelly à la cour de Rodolphe II dans les années 1580, ce qui le rend assez suspect, d'autant plus que l'empereur aurait acheté l'œuvre 600 ducats, soit près de 50 000 €. Pour en venir aux dernières théories, mais qui là encore, pour l'instant, achoppent et n'ont pas été totalement validé. En 2019, un cryptologue français annonçait avoir décrypté le manuscrit de Voynich. Et d'ailleurs, si vous tapez vous-même manuscrit de Voynich sur Google, vous allez trouver énormément d'articles qui défraient souvent l'actualité en annonçant qu'un scientifique annonce en grande pompe avoir enfin décrypté le manuscrit. Selon lui, donc, pour ce cryptologue français, il s'agirait tout simplement d'une abréviation dans une graphie médiévale du latin. Cela étant, le problème c'est que la même année, en 2019, un autre chercheur à l'université de Bristol cette fois, affirme lui aussi être parvenu à décrypter notre mystère du jour. Or, que disait-il? Dans son étude, le spécialiste suggère que le code de Voynich serait le seul exemple connu d'un langage appelé proto-roman, ayant précédé les langues romanes comme le français, l'espagnol ou l'italien. Pas grand-chose à voir avec le latin abrégé donc. Surtout que, au niveau du décodage et du texte même, là où le cryptologue français semble indiquer un recueil de médecine à l'attention de savants érudits, le chercheur de l'université de Bristol y voyait plutôt un genre de manuel pour femmes avec différents traitements, soins et recommandations relatives à la parentalité. Soulignons enfin que des tentatives pour le décrypter font désormais appel à l'intelligence artificielle, mais sans succès pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, le manuscrit de Voynich n'est pas encore prêt à dévoiler tous ses secrets.
Alors si jamais de fervents cryptologues et amateurs d'enquête se cachent parmi vous, sachez que le manuscrit est numérisé et accessible gratuitement sur internet. Moi je vous souhaite bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!